That fresh morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Urban Mosley présenté par Safe Mosley sur les 104.5 Mosley. Bonjour. Rebonjour Dafré, rebonjour à tous ceux qui viennent de se câbler. Évidemment, nous sommes en pleine matinée pour pouvoir discuter évidemment de l'éducation, comme on l'a dit à l'entame. Et évidemment, nous recevons Monsieur Fridolin V. Messa, que tout le monde connaît, président du Sénat, le syndicat de l'éducation nationale, qui a fait sa rentrée le week-end dernier. Donc, pour essayer on l'a invité pour essayer de discuter avec lui des contours liés à cette rentrée syndicale, parce que tout le monde le sait, Gina le disait tout à l'heure, qu'il y a eu, on va dire, des annonces. Il y avait une phrase là qui était effrayante. Voilà, donc il a fallu que nous essayions de discuter avec lui des tenants de cette sortie et voir comment ils entendent aborder, en ce qui concerne le syndicat, l'éducation, l'année scolaire. Et qu'en est-il des aboutissants? Mais attends. Il a dit les tenants. Ah, d'accord. Qu'en est-il des aboutissants? On dit toujours les tenants et les aboutissants. Non, bon, pour l'instant, on peut s'en tenir aux tenants. On peut laisser les aboutissants. On regarde les aboutissants. Monsieur Vemessa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à l'invitation de Urban FM. Merci. Et de votre côté, comment ça va après tout ce qui s'est passé, la politique et tout ça? Vous Alors, avez passé la fin de l'année, vous avez passé des belles vacances? Oui, un peu dans le feu de l'action, parce que nous avons été tous au fait de la campagne électorale, des élections, de la suite, dont maintenant tout ceci est mis entre guillemets. Oui. Et nous devons, en tant que fonctionnaires, en tant que syndicalistes, nous devons reprendre nos activités comme d'habitude. Est-ce que vous avez respecté la rentrée administrative? Oui. Personnellement, je n'étais pas à la rentrée administrative, je ne me suis pas présenté parce que parallèlement, ce jour-là, j'ai été invité par le ministre de la fonction publique avec tout mon bureau pour que nous essayons de discuter des préalables que nous avons posés quant à cette rentrée des classes. Ça n'a rien à voir avec aucun positionnement politique. Non. Pourquoi vous ne mélangez jamais le syndicalisme et la politique? Pourquoi vous voulez être différent des autres? Parce que nous sommes des professionnels et nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous savons lorsqu'il faut se concentrer à la politique, on enlève sa veste de syndicaliste parce que c'est à un moment précis. Parce que vous avez vu, la campagne électorale a eu lieu pendant les vacances et chaque citoyen a soutenu le candidat de son choix. Et une fois ceci terminé, le syndicaliste que je suis doit pouvoir retourner aux activités syndicales, pouvoir maintenant cette fois-ci s'occuper aux conditions de vie et de travail de ses membres. Les autres syndicalistes qui, eux, font l'amalgame, vous traitent pas un peu de poltron? Non, parce que vous savez, on ne fait pas avec le cœur, on fait avec la tête. Donc tout ce que nous faisons, c'est avec la tête, pas avec le cœur. Parce que si on mettait du cœur, on devait tout raser. Moi, j'allais aller à la présidence et dire au président Ali, bon, vous avez volé mon élection, vous devez pas être là. Donc moi, c'est pas ça. C'est que l'élection a eu lieu à un moment donné. Bon, ce qui s'est passé, c'est passé. Et en tant que travailleur, moi maintenant, je dois me concentrer aux problèmes posés par les travailleurs. Donc, étant donné que je dois discuter avec tous les gouvernements qui sont en face de nous, en face de notre syndicat, que ce soit le gouvernement Ali, que ce soit le gouvernement Jean Ping, que ce soit le gouvernement Mbaba Solo, que ce soit le gouvernement Ndonsima, nous avions l'obligation de discuter avec tous les partenaires qui seront en face de nous. Donc, on ne peut pas faire de différence. Alors, lors de votre rentrée syndicale, on a vu, il y a eu l'énumération d'à peu près 13 points. À quoi renvoient ces points-là? Bon, ce sont des préalables nécessaires à la reprise des cours. Parce que nous avons dit, comme vous le savez, l'année passée, vous m'avez invité ici. J'ai essayé d'évoquer le partenariat qui nous liait avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons fait des compromis. Nous avons suspendu notre grève le 30 janvier 2016 et nous avons donné le temps au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir résoudre les problèmes que nous avons posés en son temps. Mais il se trouve qu'aujourd'hui,
le ministère n'a pas fait d'efforts nécessaires pour non seulement préserver notre intégrité, notre honneur, mais également respecter la parole qu'il avait donnée. Parce que vous vous souvenez que le ministère s'était engagé à offrir, à pourvoir entablement l'établissement qui en est dépourvu. Donc aujourd'hui, aucune tablement n'a été livrée. Bon, il se trouve également que le ministère s'était engagé à payer les vacations après service fait. Parce qu'on voulait éviter ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire les attentes, également les tripatouillages, c'est-à-dire les manipulations des chiffres qui ont toujours eu lieu au ministère de l'Éducation nationale. Parce que celui qui n'a pas fait passer les examens a des vacations et des sommes importantes. Donc nous avons voulu que ce système cesse, que l'enseignant qui a surveillé puisse aller directement au trésor percevoir son argent après avoir surveillé. Donc parce que nous avons proposé à ce qu'un agent du trésor soit affecté dans le centre d'examen et qu'une fois la fiche de vacation signée par le président du centre, elle devait être contresignée par l'agent du trésor. Ceci permettait à l'agent, avec sa feuille de vacation, d'aller toucher directement son argent au niveau du trésor. Ça n'a pas été fait juste aujourd'hui. Les vacations ne sont pas encore payées. Il en est de même de la prime d'incitation à la performance, la fameuse PIP. Vous vous souviendrez que le porte-parole du gouvernement avait annoncé pendant la campagne que tous les fonctionnaires gabonais avaient reçu la PIP, ce qui n'est pas le cas des enseignants. Et nous disons, pas de PIP, pas de rentrée des classes. Bon, il en est de même de la décision prise par le ministère d'affecter, de transformer les écoles primaires en CS. Nous avons une huitaine d'écoles primaires qui seront transformées en CS. Nous avons par exemple l'école primaire du Cap Exerias, les écoles primaires du PK8 1 et 2, les écoles primaires de la SNI, de l'Octra 1 et 2, les écoles publiques de Matavia, les écoles publiques de Damas 1 et 2, les écoles publiques de l'école publique du centre, qui est déjà un CS. Donc nous ne voulons pas que cette solution devienne la norme. Donc l'État a l'obligation de construire. On ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc on ne règle pas le problème. On fait que le déplacer. Parce que les petits-enfants du Cap qui n'auront plus d'école primaire dans la localité vont aller apprendre où? Ils vont venir à Libreville chaque matin? C'est anormal. Donc nous disons que pour ces mesures-là, nous voulons que l'État recule et qu'il prenne des gages avec nous, qu'il s'engage véritablement à construire des établissements. On leur donne un temps, on peut dire 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour qu'en janvier, en février, pour qu'on puisse faire un point exact de combien d'établissements ont été construits, surtout à Libreville où la demande est très forte. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on transforme certains établissements primaires en établissements secondaires n'est pas une façon aussi de faire en sorte que par rapport à la demande, vous-même vous avez annoncé qu'il y avait plus de 30 000 élèves, plus de 30 000 élèves, voilà, 30 000 élèves qui vont entrer en classe de 6e. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour le gouvernement d'essayer de s'en sortir par rapport au contexte économique qu'on connaît actuellement? Non, c'est une solution trop facile. Parce que si on déshabille Pierre pour habiller Paul, on ne règle pas le problème parce que la norme voudrait que les écoles primaires aujourd'hui sont surchargées. Vous savez, lorsque vous avez au Cap, tous les enfants du Cap ont un seul établissement et ils sont obligés de fonctionner en rotation à mi-temps. Donc là, le problème n'est même pas encore réglé parce qu'il faut, dans une classe, il faut au maximum 35 élèves. Ce qui n'est pas la norme au Gabon. Au Gabon, on fonctionne avec 100 élèves. On se dit, ça, on peut supporter 100. Mais on trouve aujourd'hui, lorsque vous allez au lycée Emmanuel Yégué, au lycée de Siban, vous trouvez plus de 200 élèves dans une classe, ce qui est anormal. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que le gouvernement, pour régler un problème ponctuel, un problème qu'ils connaissent, ne prennent les établissements primaires pour les transformer en établissements secondaires. C'est pas possible parce qu'ils ont eu le temps nécessaire de planifier les constructions. Vous vous souvenez également qu'après les états généraux de 2010, nous avons fait un plan d'urgence qui consistait à non seulement à construire l'établissement là où la demande était forte, mais également à doter cet établissement de matériel didactique nécessaire, c'est-à-dire équiper les laboratoires, les plateaux sportifs. Ça n'a pas été fait. Justement, M. Fridolin, sur la base de ces états généraux, combien d'établissements manquent-ils exactement au Gabon? Voilà. Et la prochaine question, je finis avec ma deuxième question. Lorsque vous dites par exemple qu'on doit laisser des établissements, on doit mettre des établissements primaires, par exemple celui du CAP et ainsi de suite, ils vont ensuite se poser la question des enseignants qui ne veulent pas aller enseigner là-bas.
Donc, on va toujours revenir dans le même problème où après, les syndicats vont dire il faut donner une prime pour les enseignants qui enseignent à l'extérieur de Libreville, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est une solution? Surtout qu'elle avait déjà été même proposée. Donc, il y a deux questions. Combien d'établissements La prime d'éloignement. Oui, c'est un problème, c'est une revendication qui est toujours là, qui est toujours pendante. On ne laisse pas cette revendication-là parce qu'elle est nécessaire. Pourquoi, monsieur, pourquoi elle est nécessaire alors qu'on est dans notre pays? L'éloignement par rapport à quoi? Éloignement par rapport à quoi on est dans notre pays? Éloignement parce que vous savez que la norme internationale voudrait que l'enseignant qui enseigne à Libreville soit logé. Soit vive dans un logement d'astreinte, c'est-à-dire il vit dans l'enceinte de l'établissement, ce qui n'est pas le cas le plus souvent. Et il est également que les enseignants qui sont affectés, moi dans mon village à Kamsi, vous ne connaissez pas surtout à Kamsi, c'est au fin fond des Bitam. Donc c'est le dernier village avant le Cameroun. Donc cet enseignant-là n'a pas de route. Lorsqu'il va dans mon village, il va à pied. Donc lorsqu'il descend par Meyokia ou par Eboro, il est obligé de faire 12 km à pied pour venir enseigner les petits enfants dans mon village. Donc, il n'y a pas de route. Donc, dans ces conditions-là, que doit faire l'État? L'État doit pouvoir encourager cet enseignant-là qui accepte de travailler dans des conditions difficiles, dans un environnement très difficile, très hostile. Parce qu'un fonctionnaire qui n'arrive pas à aller en ville pour chercher de l'argent, pour aller prendre son salaire, un enseignant qui n'arrive pas à s'alimenter, comment peut-on l'encourager à rester là? Donc je crois que c'est comme nous avons prévu demander la prime d'éloignement qui consiste à encourager les enseignants qui acceptent de travailler dans des zones très difficiles. Bon, ça c'est possible, ça existe dans d'autres pays, par exemple en France, par exemple au Canada, où les enseignants qui sont dans la banquise ont un avantage par rapport à ceux qui sont à Montréal, par exemple. Donc, ce que nous avons voulu transférer au Gabon. Bon, donc le problème d'établissements scolaires est connu. Nous avons évalué le nombre d'établissements qu'il fallait construire au Gabon pendant les 10 prochaines années. Nous étions en 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. En 2016. Vous voyez? Donc, 7 ans après, rien n'a été fait. Bon, la solution qu'ils ont trouvée... Le chiffre était de combien à peu près? Bon, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça tournait autour de 24 000 salles de classe. Bon, les états généraux, si j'aurais dû amener les états généraux pour voir effectivement le plan d'action qui avait été initié en son temps, évalué, chiffré, et on connaissait comme établissement il fallait construire, combien cela aurait coûté et combien comment l'État devait s'organiser pour construire stablement. Mais ça n'a pas été fait du ministre Mounouga jusqu'à Florentin Moussavou. Aucun établissement nouveau n'a été construit. Mais il y a quand même plus de 250 salles de classe qui ont été... Bon, ils affirment. Ouais, c'est un peu facile. Ouais. Un État qui se targue d'avoir construit 200 salles de classe, c'est enfantin. Dans un contexte quand même difficile. Non, pas difficile, parce que la crise est venue après. La crise est venue un peu... En 2009, il y avait excessivement d'argent. Parce qu'on était dans le boom pétrolier en 2009. 2009-2010. Il y avait énormément d'argent. Mais la crise vient d'arriver il y a 2 ans que le pétrole se vend mal. Mais en 2009, en 2010, en 2011, le Gabon avait suffisamment de ressources pour pallier à cette question-là. Bien, alors, au moment de lancer votre entrée syndicale, est-ce que dès la confirmation de Florentin Moussavou comme ministre de l'Éducation nationale, il s'est rapproché de vous en tant que partenaire? Pas encore. On n'a pas encore été appelé pour que nous puissions voir comment nous envisageons démarrer l'année scolaire. Oui, ça fait déjà une semaine. Que le ministre a 2 semaines d'ailleurs, parce que la rentrée des classes avait d'abord été fixée au 17. Avant le 17, au 3, la rentrée administrative. Effectivement. Bon, elle n'a pas eu lieu, elle a été déportée, mais la mesure que que le ministre a trouvé bon de prendre, c'est de permettre aux établissements privés de commencer au détriment de l'école publique. Là aussi, on voit que l'État est en train de privatiser l'école gabonaise. Comment? Est-ce que c'est pas pour un meilleur rendement? Est-ce que c'est pas c'était le cas? Non, je vous dis que l'école privée ne peut pas être une école performante par rapport à l'école publique. C'est pas possible. Ah, mais dans les grands pays, c'est ce qui est fait. Non, c'est pas possible. Parce que quand vous allez en France, quand vous allez en Angleterre, quand vous allez le système le plus performant au monde, c'est en Corée et en Finlande. Bon, les Finlandais privilégient l'école publique.
Les Coréens privilégient l'école publique parce que c'est une école de la République. Or, l'État trouve la facilité parce qu'on ne construit pas, on laisse un individu, on lève de chaque individu la possibilité de construire une école. Mais en tant que partenaires sociaux, est-ce que vous avez eu quand même à attirer l'attention de l'État sur cette façon de faire? C'est pas d'aujourd'hui. Et nous avons même, à l'époque du ministre Menga, nous avons même identifié l'établissement qu'il fallait fermer. À Libreville, à Port-Gentil, sur toute l'étendue du territoire national. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les promoteurs privés, puisque la force de l'argent a pesé, donc on fait la pression sur le ministère afin que... Vous pensez que les administratifs et peut-être le ministre auraient été... Oui. Corrompus? Non, pas corrompus, mais il y a eu la pression parce que les chefs d'établissement se sont mis en collectif, en syndicat. En groupe de pression. Voilà, c'est un lobby. Parce que même le pire, c'est qu'au niveau du ministère, les responsables du ministère sont propriétaires d'établissements. Les responsables, les dirigeants du pays sont responsables, on possède l'établissement. Je vous prends un exemple, un exemple patent. Madame le président de la Cour constitutionnelle, un établissement privé. Et l'État donne des subventions à cet établissement-là. Le ministre de l'égalité des chances, un établissement privé. Paul Kouya à Plomoto. Vous voyez que... Mais ce sont quand même des établissements qui répondent aux normes académiques. Mais vous citez des établissements qui répondent aux normes. Voilà. Oui, citez des établissements qui sont... Pourquoi vous ne citez pas Boisfort? Clopin. Mais vous connaissez... Barack Obama. Mais vous connaissez tout ça. donc, je dis, c'est pas à moi de les citer. Bon, nous connaissons, nous avons dénoncé, nous avons des listes. Nous avons la liste d'établissements à fermer, mais l'État, le gouvernement n'arrive pas à franchir le cap de fermeture de cet établissement parce que ils sont tenus au collet parce qu'ils disent si on ferme, où est-ce qu'on va mettre ces enfants qui seront dans la rue? Donc l'État est compris au piège parce que l'État n'arrive pas à offrir aux petits Gabonais les structures nécessaires pour leur apprentissage. Pourquoi ils ferment les yeux sur l'établissement quelconque qui ouvre ça et là partout dans l'interview que le ministre de l'Éducation a accordé à Gabon Review, il dit ceci, je cite, les revendications des syndicats qui sont très certainement justifiées et justifiables par ailleurs ne devraient pas, dans le cas d'espèce, empiéter sur la problématique de la rentrée des classes. Est-ce qu'aujourd'hui, et plus loin, il dit que les revendications qui sont les vôtres aujourd'hui sont moins d'ordre pédagogique, mais beaucoup plus en rapport avec le train de vie de l'enseignant. Est-ce que cela ne traduit pas un tout petit peu le fait que même le gouvernement se trouve dans une situation où, à force de tirer sur la corde, ils ont l'impression que le chantage devient difficile à supporter? Non, c'est pas le chantage. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes des journalistes? Allez enquêter au CS d'Avoromba. Vous connaissez le CS d'Avoromba? C'est un CS qui a été construit depuis 2007. Ouais. Il est inachevé aujourd'hui. Il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Même Mikolongo. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est inachevé. Aucun plateau sportif. Vous allez à Bitam, le lycée d'excellence qui est construit à Bitam, c'est inachevé. Donc, l'État a entrepris des chantiers qui n'arrivent pas à terminer. Bon, nous on dit, est-ce que c'est normal lorsque vous allez à Siban, le ministre lui-même était à Siban, le ministre lui-même était à Mané Yégué. Est-ce qu'il est normal qu'un élève apprenne assis à même le sol? C'est pas normal. Bon, est-ce que ce n'était pas juste pour l'occasion? Non, mais c'est la réalité aujourd'hui. Allez à Siban, allez, vous êtes des journalistes, allez enquêter. Juste pour choquer le ministre qu'on a fait asseoir des enfants. Non, c'est la réalité dans laquelle toutes les écoles de Libreville, dans laquelle elles se trouvent. À Libreville, les élèves apprennent à même le sol. Ils sont plus de 150 élèves par... Dans ta classe, les élèves sont à même le sol. Je sais qu'il est au CS Mikolongo. C'est un établissement inachevé. Ouais. Parce que là, on est en train de... Bon, ils squattent des salles qui n'ont même pas de peinture, qui ne sont pas achevées. Bon, on fait avec le... Ils ne sont pas assis à même le sol, mais ils sont au moins 4 par table banc qui devaient recevoir 2. Surchargés. Voilà. Surchargés. Donc ça, c'est normal. Aujourd'hui, on est au 3e millénaire, les enfants ne doivent plus apprendre. Monsieur Fédolin, est-ce que vous suivez les dossiers de presse, que vous regardez la part financière qui, selon le budget de l'État, est accordée à l'investissement de l'éducation nationale? Est-ce que vous suivez ça pour déceler un peu les manquements avec précision? Est-ce que vous interpellez le gouvernement? Tout à fait. Oui. Parce que l'avantage que nous avons, nous au Sénat, c'est que le secrétaire général du Sénat est membre du Conseil économique et social. Très bien. Donc où le budget passe.
Donc, lorsque le budget de l'année 2016-2017 sera envoyé 2016-2017 sera envoyé à examen au Conseil économique et social, nous allons voir quelle est la part qu'on attribue à l'investissement. Maintenant, lorsque le budget a été utilisé et lorsqu'on examine maintenant le nouveau projet de budget, et on a également la chance d'avoir la loi de règlement et on voit qu'est-ce qui a été fait. Il y a toujours un gap. On ne sait pas où va cet argent-là. Pourquoi on ne se manifeste pas par rapport à cela? Mais on le fait, on crie tous les jours, on dit que l'argent... Mais pourquoi les syndicats n'engagent pas des poursuites? Bon, je pense que on va y arriver. C'est pas de leur compétence. C'est notre compétence. D'accord. On va y arriver parce que les têtes risquent de tomber. Il faut qu'elles tombent. Elles doivent tomber. Parce qu'aujourd'hui, c'est tomber des têtes. Ce qui vexe les gens, c'est que la compétence de construction a été transférée à l'ANGT. Alors, que fait la compétence technique ou... Non, de construire et de payer les fournisseurs a été déplacé au niveau de l'agence des grands travaux et des infrastructures. Mais l'agence des grands travaux ne tient pas compte des besoins réels exprimés par le secteur éducation et ne va pas dans l'urgence. Ils vont à leur rythme. Vous savez que nous avons dénoncé un temps le fait de transformer des amphithéâtres en bâches. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez au lycée Mandela, lorsque vous allez au lycée d'État, ces amphithéâtres, ces salles de classe qui avaient été construites en bâches ne sont plus fonctionnelles parce que la clim ne marche plus. Parce que quand vous êtes sur une bâche, il fait chaud. Il fait très chaud. Donc, nous avons dénoncé cela. Nous avons dit, on ne peut pas construire des préfabriqués dans un pays équatorial à forte pluviométrie. Mais personne ne nous a écoutés. On a fait aujourd'hui. La conscience, c'est que... Personne ou le ministre ne vous a pas écouté? Le ministre et l'État nous a pas... Parce que nous avons vu le Premier ministre de l'époque. Nous avons effectivement saisi le Premier ministre de l'époque. Nous avons saisi, à l'époque, c'était le Premier ministre Paul Biomba et le ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Nous avons dit il n'est pas Séraphin Mounouga, il n'est pas normal de construire des établissements publics en préfabriqué et avec des bâches parce qu'il fera chaud. Mais ça n'a pas fait 2 mois. La clim qui avait été prévue est tombée en panne. Jusqu'aujourd'hui, la clim ne fonctionne pas au niveau de l'ENI. Est-ce que c'est pas aussi le problème de la gestion? Les chefs d'établissement n'arrivent pas eux-mêmes aussi à assumer l'entretien de ces œuvres. A une norme à respecter. La norme, l'éducation, ce sont des salles aérées dont le plan est national. Donc nous devons construire des salles aérées parce que nous sommes dans un pays chaud et pas mettre des enfants pas étouffer les enfants. Or aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale fait dans les mesurettes, on peut appeler, parce qu'on essaie de régler les problèmes tels qu'ils sont surpris de l'arrivée des problèmes comme s'ils ne connaissent pas ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, oui. C'est vrai que les syndicats, et c'est l'image que nous avons des syndicats au Gabon, vous relevez toujours des problèmes, souvent et toujours. Oui. Mais dans ce cas précis, dans votre élocution de la dernière fois, il y avait une phrase qui nous a traumatisés. L'école gabonaise est malade elle est agonisante. Voilà, elle est agonisante. Oui. C'était franchement effrayant pour un parent d'élève. Oui. Ça fait froid dans le dos parce qu'on se demande ce qu'on va faire. C'est même gentil de le dire. Donc, en tant que membre de syndicat, enseignant, mais avant tout parent d'élèves, personne dans le Sénat n'a envie de voir l'école gabonaise mourir, comme personne dans le ministère de l'Éducation nationale, je le pense. Donc, quel est le niveau où les revendications du Sénat et celles du ministère de l'Éducation nationale peuvent se rencontrer, où vous pouvez tous les deux faire des concessions pour que la rentrée puisse bien démarrer et que les enfants puissent aller à l'école. Vous relevez les problèmes, sereine. Quelles sont vos solutions? Aujourd'hui, il n'y a plus de concessions possibles. Bon, nous voulons faire le Saint-Thomas. Mais ça, c'est pas trop fort de le dire. Non. Ça veut dire que vous n'irez pas à la rencontre du ministre s'il vous convoquait? Non. Ou bien s'il vous demandait à vous rencontrer? Si le ministre demande à nous rencontrer, on lui dira, monsieur le ministre, c'est du tic au tac. On veut faire le Saint-Thomas. Vous nous appelez pour dire les tables bancs ont été livrés. Vous nous appelez pour dire les écoles primaires du Cap ne seront plus transformées en CS. Vous nous appelez pour dire la prime d'initiation sera payée. Vous nous appelez pour dire les vacations sont déjà virées. Et là, la rentrée est possible. Mais dans le cas actuel, et le concours de l'ENS sera organisé tel jour. Parce que vous emboîtez le pas finalement à la CONESED qui entend boycotter la rentrée du 31? Non, on n'emboîte pas le pas. Nous posons des problèmes. Nous avons posé nos problèmes et nous assurons le suivi. Donc aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout ce que nous avons posé comme problème n'a pas été réglé. On a donné 9 mois au gouvernement
Nous avons même donné les vacances. Oui, il faut mais les vacances, il y a eu une situation pendant les vacances. Mais ça, c'est pas leur problème. Non, nous avons suspendu la grève le 30 janvier. Nous avons dit au ministre, allez-y, on va organiser les examens. Il était content. On a terminé l'année. Les examens ont été organisés et les admis ont été proclamés. Ils sont contents. Donc, maintenant, de notre côté, on n'est pas content. Donc, nous, on aimerait voir les salles de classe équipées en table-banc. On aimerait voir les tables bancs, les salles de classe nouvellement construites. Nous voulons voir la PIP payée. Nous voulons voir le concours de l'ENES qui avait été organisé, qui avait été renvoyé à un jour. L'organisation de sa tenue est renvoyée, revenir, être programmée pour le 28, le 25, le 26, le 27, en tout cas avant le 29, pour que nous puissions envisager la rentrée des classes. Donc je pense que ce n'est pas de la surenchère, ce n'est pas emboîter le pas aux autres syndicats, même si nous posons les mêmes recommandations, chacun sa stratégie, mais nous disons cette fois-ci, on ne peut plus faire confiance au gouvernement, nous disons, on veut faire le Saint-Thomas et c'est du donnant-donnant cette fois-ci. Donc vous pensez que si, évidemment, tous ces points-là trouvent satisfaction, les cours pourront reprendre en toute sérénité? Absolument, parce qu'on ne peut pas nous dire, bon, puisqu'on a payé la PIP, oubliez le reste. Non, nous on veut avoir et la PIP, et les vacations, et le concours de l'ENES organisé, et les tables bancs livrés, et les salles de classe programmées pour la construction dans le temps, parce qu'on sait qu'on ne peut pas construire une salle de classe. Pensez-vous que vos besoins sont réalisables? Oui. Bien sûr, on peut commencer à construire, des salles de classe. Non, je veux dire, payer tout ça. On ne demande pas. Je veux dire, payer tout ça et ensuite commencer à construire. Le ministre ne s'appelle possible pas quand même Florentin Potter. Non, nous ne disons pas que... Nous disons, bon, s'ils veulent, on leur propose même, bon, on leur donne un mois de nos salaires pour qu'ils construisent des salles. Vous pensez que les enseignants sont prêts à faire cette concession-là? Oui, un mois de salaire? Ils peuvent le faire pour que... Qui va payer les rappels? Non, on peut dire à l'État... Les bailleurs. On peut dire à l'État, bon, vous nous devez de l'argent, bon, vous n'arrivez pas à construire, on vous offre un mois de nos salaires pour construire l'établissement pendant tout le long de l'année. Monsieur Memessa, ça c'est vous qui le dites en tant que délégué syndical. Mais votre base, est-ce qu'elle sera patente? Parce qu'ils sont quand même exaspérés de la situation. Nous sommes désespérés, nous en avons marre. Parce qu'on ne peut pas continuer à enseigner. Vous n'êtes pas content d'enseigner 150 élèves dans une classe. Vous n'êtes pas content d'enseigner dans 8 salles de classe de 150 élèves. Et vous avez combien de copies? Et on vous oblige à avoir 22 heures par semaine. 22 heures et 3 évaluations par trimestre. Est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est possible de corriger plus de 4000 copies fois 4 évaluation par trimestre? C'est impossible. Donc nous devons faire le minimum pour que les enseignants à qui on reproche beaucoup de choses, ça c'est vrai. Bon, les comportements c'est vrai déviants. Nous avons également, on n'est pas sains, les enseignants ne sont pas sains. Nous avons des tares, nous avons des comportements blâmables, mais nous disons que l'État fasse le minimum et que l'État parallèlement puisse, lorsque le minimum est fait, l'État peut avoir un regard très pointu sur notre action dans les salles de classe. Merci, monsieur. Les parents doivent-ils envoyer leurs enfants à l'école le 31 Non, je dis bien que nous attendons que le gouvernement nous annonce le paiement des vacations, le paiement de la PIP, l'octroi des tables bancs, l'organisation des concours d'entrée à l'ENES, également la programmation de la construction des tables bancs, et j'allais oublier la libération de nos collègues syndicalistes qui sont encore... Est-ce qu'ils étaient en prison pour des motifs d'ordre syndical ou pour des motifs politiques? Non, vous savez que pour amener l'apaisement, vous savez que nous sommes humains. Oui. Donc, lorsque nous sommes humains, nous voulons qu'il y ait sérénité. Mais être humain aussi ne signifie pas aller au-delà de la loi. Non. Violer la loi. Non. Bon, là, on ne rentre pas dans le détail. On ne sait pas pourquoi ils ont été arrêtés. Mais nous constatons en tant que syndicalistes, nous constatons que nos collègues sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont tué? Est-ce qu'ils ont volé? Est-ce qu'ils ont entravé la loi? On ne sait pas. Mais nous disons, pour ramener la sérénité dans le secteur des syndicalistes, dans le secteur des travailleurs, le gouvernement peut faire un geste en disant, bon, je vous fais une fleur, tous les collègues qui sont emprisonnés. Mais le gouvernement l'a déjà fait. On a libéré certains syndicalistes tels que Jean-Rémy Yama. Il n'est pas le seul syndicaliste. Il y a beaucoup de syndicalistes. Nous avons notre collègue du syndicat de l'agriculture qui est toujours emprisonné. Donc nous demandons à ce que l'État puisse faire ce geste-là pour aller vers l'apaisement souhaité. D'accord. Merci, monsieur Fridolin Vemessa. Merci, Mosley. Ça a été un peu plus clair sur les positions de notre invité ce matin. Exactement. On remercie donc toutes les personnes qui sont connectées sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va aller retrouver René Rude pour l'horoscope. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le DAF Plus Morning.
La Fresh Morning. UrbanFM.fm